Il est 8h. Alors là, on est dans les rues d'Avignon, dans un état d'euphorie. Cette joie est à la mesure de la tristesse qu'on a connue l'année dernière. On retrouve notre festival, c'est merveilleux. 2 ans après, on va revoir du théâtre à Avignon. Reportage en direct dès le début de ce journal dans cette cité pour ses spectacles de scènes et de rue. Nous irons aussi plus au sud, à Cannes, où le plus célèbre festival de cinéma au monde est à la veille de sa cérémonie d'ouverture. Le monde de demain sur Europe 1 avec cette toute première station-service 100% électrique. Avoir un vrai réseau de bornes de recharge en France est un enjeu majeur pour convaincre de nouveaux clients. Et puis on peut dire qu'il y a eu des rebondissements dans ce Tour de France 2021. Premier bilan à l'heure de la journée de repos après 9 jours où les offensives se sont succédées. Juste après ce journal, l'interview politique. Quels enseignements tirer ce week-end du coup de semonce des régionales au congrès du Rassemblement national? L'eurodéputé Nicolas Bay reconduit au bureau national du parti est mon invité à 8h15. Très bon réveil, vous êtes sur Europe 1. Europe 1. Écoutez le monde changer. Le journal de 8h, c'est avec François Geffrier. Bonjour François. Bonjour. Le festival d'Avignon est tellement ancré dans l'agenda culturel français qu'en temps normal, son démarrage ne ferait pas la une de l'actualité. Et pourtant, ce matin, alors que c'est la 75e édition qui s'ouvre, Europe 1 vous emmène en direct dans ce qui est aujourd'hui plus la ville du théâtre que la cité des papes. Événement, car l'année dernière, le festival avait été annulé par la crise sanitaire. Bonjour Angèle Châtelier. Bonjour. Vous êtes à Avignon, vous avez bien de la chance. Tout un pan culturel du pays renaît et la ville avec lui. Vous l'avez vu cette renaissance, Angèle? Oui, il y avait beaucoup de monde pour ce premier week-end des vacances à Avignon, mais le plus frappant, ce sont les théâtres de nouveau ouverts et qui se préparent. J'ai pu assister au dernier réglage des techniciens dans la cour du Palais des Papes, par exemple. Ce soir, c'est une pièce de Tchekhov qui ouvre le bal avec Isabelle Huppert en tête d'affiche. Et j'ai rencontré celui qui l'a mise en scène, le Portugais Tiago Rodrigues. Il jubile. Tous les travailleurs du spectacle, on se rend compte à quel point c'est puissant, ce rencontre. On est entre ceux qui, à un moment donné dans l'histoire, ne l'ont pas pu vivre. Au total, dans le programme officiel, il y a 46 spectacles et je peux vous dire que le directeur du festival, Olivier Pi, est vraiment en toupie, d'autant que c'est son dernier festival. Évidemment, dans un enthousiasme d'autant plus grand qu'on a été privé de festival l'année dernière, donc cette joie est à la mesure de la tristesse qu'on a connue l'année dernière. Alors là, on est dans les rues d'Avignon, dans un état d'euphorie. On retrouve notre festival, c'est merveilleux. Ça, c'est pour le festival officiel, donc le IN avec 21 salles, 21 lieux, mais il y a aussi le festival Off, Angèle, qui est encore plus fou. Oui, là, il y a plus de 1000 spectacles. C'est un tout petit peu moins que d'habitude à cause du Covid, évidemment. Les copains du Off vont arpenter les rues dès aujourd'hui pour distribuer des tracts, coller les affiches, attirer les spectateurs. Parce que c'est ça aussi, Avignon, se faire connaître. Tigran Mekhitaryan, un comédien que j'ai rencontré, vient présenter 3 pièces en quelques jours. On a l'impression que ça ressuscite, que ça recommence et que c'est une nouvelle ère et que c'est tout neuf. On a très faim, très envie. D'ailleurs, c'est mon 6e Avignon et c'est la première fois qu'on a autant de patates pour commencer le festival. Alors évidemment, ce festival va se dérouler avec des contraintes sanitaires strictes. Contrairement au reste de la France, le masque est théoriquement obligatoire dans les rues les plus bondées. Mais le pass sanitaire, lui, sera vraiment obligatoire pour entrer dans la cour d'honneur du Palais des Papes. Angèle Châtelier, envoyée spéciale d'Europe 1 à Avignon où tout est prêt, sauf peut-être les liaisons 4G. Vous l'avez entendu, toutes nos excuses pour ces toutes petites interruptions. C'est le signe qu'il y a du monde dans les rues. Et je vous le disais, si Avignon est la plus grande manifestation au monde dédiée au théâtre, Cannes est sans conteste l'événement le plus prestigieux en matière de cinéma. Avec un mot magique, Palme d'Or, distinction dont rêve tout réalisateur. Là aussi, le festival revit. Il n'y avait eu qu'une grande sélection l'année dernière, mais pas de compétition. Cette année, Spike Lee, Mylène Farmer ou encore Mélanie Laurent dans le jury seront bien sur la croisette. Les hôtels et les palaces se sont préparés à ces hôtes de marque. Reportage de Frédéric Michel. Dans quelques heures, cette suite d'un palace cannois sera occupée par une des nombreuses stars annoncées pour le festival. Rajab, je viens d'inspecter la chambre. Vous pouvez refaire un coup sur les fenêtres pour que le client, quand il arrive, il fasse un grand wow quand il a la vue sur la mer. Dernier préparatif avant l'arrivée des clients. Dans le hall d'accueil, Charles Richer, le directeur général du Majestic, veille aux compositions florales. L'établissement doit être accueillant. C'est un événement prestigieux et on fait tout pour que ce soit très haut de gamme, élégant. Et ça marque le début des grands événements internationaux à Cannes. On a la chance d'avoir beaucoup de personnalités attendues sur cette édition. Un casting de rêve et tous les palaces de la Croisette affichent
complet. Yann Gillet, le directeur général du Martinez. Il y a un réel désir des stars d'être en présentiel. Aussi, ce qui est très bien, c'est que c'est le retour de Cannes avec le mélange des festivaliers et des vacanciers. Ça va donner un côté un peu plus accessible au festival. Aujourd'hui, les festivaliers et les vacanciers vont pouvoir voir les stars, voir les grands dîners sur les plages, voir la montée des marches, se croiser au petit déjeuner. C'est un petit peu la redécouverte de notre vrai métier. Et ce n'est plus un secret, c'est dans ce célèbre palace que le président du jury, Spike Lee, a décidé de poser ses valises. Frédéric Michel à Cannes pour Europe 1. Il est 8h05 et cela semble être la prochaine étape des dispositions sanitaires, la vaccination rendue obligatoire pour les soignants. Ils sont 4 sur 10 dans les EHPAD à ne pas être vaccinés. Une centaine de médecins s'en inquiétaient dans le journal du dimanche hier et le Premier ministre doit en discuter cette semaine avec les groupes parlementaires. Hier au festival Solidaise, réservé cette année aux soignants et à leurs proches, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a évoqué la responsabilité des personnels de santé et plus largement, il a appelé les Français à la vigilance. Je dis qu'en Angleterre, ils sont passés de 2000 cas par jour à près de 25 000 cas par jour en l'espace de 4 à 5 semaines. Je dis aussi que cette semaine, par rapport au jour de la semaine dernière, chaque jour, le virus a augmenté de 30 à 40%. Ça veut dire qu'on est à un niveau faible de circulation du virus, mais on n'a pas écrasé complètement l'épidémie et qu'on est payé pour savoir que ça peut repartir assez vite. Donc je le dis, quand j'entends les gens me dire je me ferai vacciner en septembre parce qu'on va passer l'été tranquille, la vaccination ça prend 10 minutes, ça vous coûte pas d'argent. Dans l'immense majorité des cas, vous ne le sentez même pas passer. Parfois, les gens disent ça peut me fatiguer, c'est 15% des gens. Donc ça se passe très bien et ça vous permet ensuite d'avoir plus de liberté, de vous protéger vous-même et de protéger les autres. On ne veut pas de vagues et on a aujourd'hui la possibilité de l'éviter. Le ministre de la Santé sous les basses du festival Solidaise, Olivier Véran, qui était au micro européen de Roman Oquet. Et à propos des soignants, la reine d'Angleterre a décerné la croix de George à tout le système de santé britannique. C'est un petit peu comme notre Légion d'honneur. Elisabeth II qui salue le courage et l'engagement du personnel. À Miami, 11 jours après l'effondrement de toute une aile d'un immeuble d'habitation et alors qu'on recherche encore des dizaines de personnes sous les décombres, les autorités ont fait démolir le reste du bâtiment lors d'une explosion contrôlée il y a quelques heures car une tempête tropicale menace. Le bilan du sinistre est de 24 morts et 121 blessés. 8h07 sur Europe 1. L'actualité politique, c'était ce congrès ce week-end d'un parti pris entre deux élections. Oui, le Rassemblement national, malmené dans les territoires, mais qui garde les plus hautes ambitions pour la présidentielle. Marine Le Pen maintient sa ligne. Claudia Bertram. Tourner rapidement la page de la défaite pour ouvrir un nouveau chapitre, celui de la présidentielle. Dans son discours, Marine Le Pen n'évoque pas une seule fois les dernières élections, mais elle répond aux critiques. Nous ne reviendrons pas en arrière. Avec tout le respect que nous avons pour notre propre histoire, nous ne reviendrons pas au Front National. En marge du Congrès, Marine Le Pen l'assure, la ligne politique est parfaitement validée. Ceux qui la contestent ne sont pas sortis les mieux classés. Le parti a renouvelé ses instances ce week-end pour se mettre en ordre de marche pour la présidentielle. Marine Le Pen se dit combative et déterminée. La candidate va laisser passer l'été pour tenter de recréer une dynamique à la rentrée. Elle quittera la présidence du parti en septembre pour mieux se consacrer à la campagne. Et puis, elle commencera à décliner son projet à travers 22 mesures pour 2022. Des mesures innovantes et inattendues, promet-elle. Pendant ce temps-là, le RN devrait plancher sur la question de la mobilisation, car hors micro, la présidente du parti reconnaît qu'il y a eu une défaillance. Et si la présidentielle est généralement l'élection la moins touchée par l'abstention, Marine Le Pen l'admet, ça peut jouer. Claudia Bertram du service politique d'Europe 1. On en vient à présent à cette première, François Geffrier, une station essence sans essence. Oui, et de ce fait, on va dire que c'est une station-service 100% électrique. Le groupe Total, désormais baptisé Total Énergie avec un S, c'est au pluriel, vient de l'inaugurer et elle est très prisée, notamment des chauffeurs de VTC dont les voitures sont plus souvent électriques que le reste du parc automobile. Reportage d'Aurélien Fleureau à La Défense, près de Paris. 6 bornes, une boutique ouverte 24 heures sur 24. La station a été convertie au 100% électrique il y a tout juste un mois. Plus qu'un symbole, explique Pierre-Emmanuel Brodin, directeur du réseau France de Total Énergie. C'est la première d'une longue série, puisqu'il y en aura une centaine avant la fin 2023. C'est une ancienne station-service dont la distribution thermique a été remplacée complètement par de la charge électrique haute puissance. Les gens ont besoin de bornes s'ils veulent avoir une voiture électrique. Le manque d'infrastructures pour recharger, c'est aussi un problème pour les plateformes de VTC qui veulent verdir leur flotte. 50% en 2025, c'est par exemple l'objectif chez Uber. Jonathan Lévy, directeur du développement pour l'Europe du Sud et de l'Ouest. En termes de frein à l'adoption massive de véhicules électriques, au-delà du coût d'acquisition du véhicule, vous avez l'anxiété de la recharge et l'anxiété de se dire, voilà,
il me reste pas assez de batterie pour accepter la course suivante. Ce type de station va soulager les chauffeurs déjà convertis à l'électrique, comme Franck. Ça me rassure énormément. Puis on ne sait pas sur quelle course on va tomber. Ça se trouve, ça va être pas mal de kilomètres. Donc c'est vraiment hyper rassurant, fiable. Un autre pétrolier, Shell, a lui aussi ouvert une station 100% électrique à Paris, mais elle est uniquement accessible aux professionnels. Et par ailleurs, ce matin, le PDG de Total, Patrick Pouyanné, annonce que son groupe n'utilisera plus d'huile de palme en 2023, notamment dans sa raffinerie de la Mède dans les Bouches-du-Rhône. Cette huile qui est très critiquée par les ONG pour son rôle dans la déforestation. À propos d'environnement, les incendies au Canada, 184 feux sont en cours rien qu'en Colombie-Britannique, cette province de la côte ouest du pays. La ville de Lytton, notamment, a été détruite à 90% par un incendie. C'est dans cette commune que le record de chaleur avait été enregistré il y a quelques jours à 49,6 degrés. Enfin, les jambes sont lourdes, c'est une certitude. Première journée de repos sur le Tour de France aujourd'hui, après la victoire de l'Australien O'Connor hier à Tignes. Oui, alors depuis le départ de Brest il y a 10 jours, chaque étape a eu son lot de surprises, avec sans cesse des attaques, un cyclisme offensif, Axel May, comme les spectateurs n'en avaient pas vu depuis bien longtemps. Oui, c'est un feu d'artifice d'attaque et de contre-attaque qu'offrent les coureurs à un rythme effréné. Sandy Cazard, ancien cycliste, triple vainqueur d'étape sur le Tour de France. Depuis le départ à Brest, on n'a plus d'étape où on a l'impression qu'on se repose. Il n'y a pas de temps mort et ça roule toujours très vite. Avec des schémas de course loin des stéréotypes de ce cyclisme aseptisé que proposait trop souvent le peloton ces dernières années. Manager d'équipe depuis près de 30 ans, Vincent Lavenu avance une explication. Ce qui est caractéristique, c'est que les autres années, il y avait une équipe solide qui maîtrisait la course. Là, c'est plus le cas. Donc, il y a des velléités à tous les niveaux. Et c'est pour ça que la course est folle. C'est que chaque équipe envisage d'aller faire le gain d'une étape ou se replacer au général. Car l'équipe de Tadej Pogačar, sans doute parce qu'elle n'en a pas non plus les moyens, ne cadenasse pas la course comme avaient pris l'habitude de le faire les Britanniques de Sky, devenus Ineos, ou comme s'évertuait à le faire l'an dernier le rouleau compresseur Jumbo-Visma. Le prodige slovène Pogačar, en prenant le maillot jaune ce week-end, a d'ailleurs averti: la meilleure défense, c'est l'attaque. Ça marche toujours ça. Axel May sur le Tour de France. Dans le journal de François Geffrier. Merci François, il est 8h12. Dans un instant.